Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la capitalisation. Alors, la capitalisation de la mémoire, le Conservatoire du Littoral la met en œuvre de manière différente. On en a parlé un petit peu ce matin. Il nous arrive assez fréquemment de faire des vidéos sur des projets en particulier, de faire aussi des récits de sites. C'est notamment le cas dans le cadre du projet Adapto, qui a visé à promouvoir les solutions fondées sur la nature dans le cadre du recul de la bande côtière. Projet très difficile à porter, n'est-ce pas, territorialement et politiquement parlant, et pour lesquels nous avons voulu capitaliser les ressentis des différents acteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs vis-à-vis du projet lui-même. Donc ça, ce sont des recueils écrits sur d'une trentaine de pages qui permettent de capitaliser cette mémoire. Mais là, je vais vous parler de quelque chose de plus global, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a mis en place en délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'on a appelé les mémoires de site. Tout a démarré entre 2010 et 2015, lorsque le délégué de l'époque, Christian Desplat, de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, est parti à la retraite et qu'il a décidé d'écrire sous forme de récits un petit peu romancés, mais à peine, des batailles qu'il a dû vivre pour mener quelques acquisitions sur les sites de la délégation PACA. Donc son livre, vous l'avez devant les yeux, il s'appelle Bataille en bord de mer. Donc il décrit 12 batailles qu'il a fallu affronter avec des extraits d'échanges écrits avec certains élus, avec certains promoteurs immobiliers, aussi une contextualisation politique qui était assez forte et même, je dirais, assez féroce en ces temps-là, avec des meurtres, etc. Et c'est un livre que nous, en délégation, on consulte très régulièrement. C'est vraiment une mine pour nous, pour les 12 sites qui ont été couverts. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait des animations territoriales, lorsqu'on reçoit un ministre, etc., qu'il faut toujours se replonger dans le passé pour raconter l'histoire présente et d'où on vient surtout, bien, pour nous, voilà, c'est comme une encyclopédie. Et du coup, fort de ce travail, puisque Christian Desplat, pour faire ce travail de livre, il a dû revenir dans les archives de la délégation pour raconter le récit au plus proche de la réalité. Ça a donné l'idée aux collègues de la délégation de mettre en place donc des mémoires de sites. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un rapport qui est fait pour chaque site. Comment, en prenant un stagiaire, un vacataire, donc très souvent ce seront des bac plus 5 en géographie, parfois des archivistes, des juristes. Et leur méthode, c'est à la fois de se plonger dans les archives du conservatoire, mais aussi de la commune en question, archives départementales bien sûr, faire des interviews des délégués de l'époque, des gestionnaires et aussi des acteurs de premier niveau. Très souvent, lorsque le conservatoire intervient sur un site, il intervient après une bataille juridique de quelques associations qui ont fait tomber certains gros projets immobiliers, etc. Donc, ce sont ces acteurs-là qu'il s'agit d'aller interviewer. Et donc, pour l'heure, nous avons couvert environ 38% des sites de la délégation par ces mémoires de sites. Et donc, la structuration de ces mémoires, elle est toujours la même. Un historique avant acquisition du site, donc c'est là que les archives départementales sont extrêmement précieuses. Un travail sur l'histoire de l'acquisition par le Conservatoire du Littoral, donc l'intérêt des acquisitions, le contexte dans lequel ces acquisitions se sont menées, le type d'acquisition aussi, amiable, préemption, expropriation, etc., et les échanges avec les propriétaires. Ce qui est très précieux pour nous, c'est que dans ces mémoires de site, on met aussi des extraits de courriers, des extraits aussi des délibérations des communes qui parfois étaient opposées à la volonté du conservatoire, etc. Et ça permet vraiment de retracer le passé. Et ensuite, il y a un volet gestion qui est extrêmement intéressant aussi, où on s'attache toujours à retracer vraiment toute la gestion depuis l'acquisition par le Conservatoire du Littoral. Donc la gestion qui est faite à la fois la gestion quotidienne, on va dire, par le gestionnaire, mais aussi les gros travaux, bien sûr. Et il y a toujours un bilan financier qui est joint à ce bilan sur la gestion.
Donc, voici quelques extraits qui sont extrêmement intéressants pour nous aujourd'hui, 30 ans, voire parfois 40 ans plus tard, des maquettes de gros projets d'aménagement qui ont été conservés dans certaines communes. Donc, elle en a fait des photos, des coupures de presse, bien sûr, mais aussi de très beaux dessins d'architectes ou promoteurs immobiliers qui étaient prévus sur l'Esterel. Et bon, ben voilà, en lieu et place de ces énormes projets immobiliers, aujourd'hui, nous avons de la forêt protégée par le conservatoire. Et donc, je vous disais, donc un bilan aussi de la gestion. Et ce qui est intéressant, Laure en a parlé tout à l'heure, c'est aussi de garder la trace de toutes les démolitions qui ont été faites. C'est le cas là, à droite, d'une démolition d'un bâtiment minier. Et le fameux bilan financier dont je vous parlais, qui est réalisé au travers de grandes masses, on va dire, donc les travaux sur le bâtiment, travaux sur les milieux naturels, les aménagements pour l'accueil du public, et tout cela capitalisé sur le nombre d'années de gestion du site. Donc, à quoi servent du coup ces mémoires de site ? Donc, ça nous permet bien sûr de garder la mémoire du contexte de l'acquisition, face notamment à des personnes tentées de refaire l'histoire à leur manière et en la déformant. Et donc pour nous, c'est vraiment très précieux, 40 ans plus tard, de pouvoir rétablir la vérité parfois en réunion et de dire, bien non, ça ne s'est pas passé tout à fait comme vous l'avez dit, etc. Ça nous permet aussi, dans des contextes difficiles, face à des aléas climatiques notamment, lorsque le conservatoire et ou son gestionnaire sont malmenés, bien de garder la tête haute et de pouvoir rappeler ce qui aurait pu se passer sur ce site si le conservatoire n'était pas intervenu. Je pense notamment aux incendies, parce qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont les gros aléas climatiques auxquels on est soumis, mais ça pourrait être un épisode de submersion, une énorme tempête, etc. C'est vrai que lorsque l'auteur du crime n'est pas connu, notamment l'incendiaire, on a toujours tendance à mettre la faute sur ceux que l'on appelle les écolos, qui ont mal géré leur forêt, etc. Et dans ces cas-là, il est toujours bien de rappeler d'où on vient. Bien voilà, sur ce site, ça aurait dû être un centre de pneus Michelin. Et c'est grâce à Michel Barnier qui s'est battu contre ce centre de pneus Michelin et qui a demandé l'intervention du conservatoire qu'on a réussi à conserver une partie de tel site. Et effectivement, ce site aujourd'hui, il est peut-être moins intéressant que par le passé parce qu'il vient d'être incendié, mais vous pourrez toujours continuer à vous y promener, alors que si ça avait été un centre d'essai de pneus Michelin, ça fait longtemps que vous ne pourriez plus y avoir accès. Donc voilà, c'est le genre de... connaître l'histoire d'un site, ça permet toujours de calmer un petit peu du monde. Et c'est intéressant parce que cette histoire de centre de pneus Michelin, ça date de 92. C'est pas si vieux, finalement. Et lorsqu'on a été sujet à cet incendie en 2021, ça a été tellement violent pour notre gestionnaire qu'il a démissionné. Il a démissionné de sa fonction de gestionnaire. Le gestionnaire qui a pris sa suite a décidé de retisser les liens avec les acteurs locaux sous forme d'ateliers de concertation qui se sont appelés dialogue territorial. Voilà, pardon. Donc des ateliers de dialogue territorial. Et lors de ces ateliers, j'ai pu me rendre compte que 90% des personnes n'étaient pas au courant que sur ce site, qui était tant critiqué, en matière de gestion, finalement, les gens ne savaient pas qu'il y avait eu un gros projet de centre d'essai de pneus Michelin. Pour être plus positive, ces mémoires de site, ça nous permet aussi de retracer et de nous rappeler de l'élan collectif qui arrive aussi face à ces coups durs. Donc je disais, on a des détracteurs qui nous malmènent, mais aussi on a de très très forts soutiens. Donc voilà, c'est toujours la dualité dans laquelle on est soumis dans ce monde. Et lors d'un très gros incendie sur les 3 caps de Saint-Tropez, on a eu un tel élan collectif de personnes qui nous appelaient sans arrêt toute la journée en voulant aider, aider soit en donnant un coup de main, soit en donnant de l'argent, que le conservatoire a lancé son tout premier appel à dons.
sur son site internet. Donc c'était donné pour la reconstitution du Cap Lardier. Eh bien, avec cet appel à dons, on a tout de même récolté 92 000 € pratiquement, plus des soirées caritatives qui se sont mises en place, plus des dons d'associations, etc. Eh bien, vous voyez, quand j'ai fait ce PowerPoint, heureusement qu'il y avait le mémoire de site, parce que moi-même, je ne me rappelais plus qu'on avait eu autant d'argent grâce à cet appel à dons. D'où l'intérêt vraiment de capitaliser ce travail-là. Et puis, comme l'histoire n'est toujours qu'un éternel recommencement, n'est-ce pas ? Bien, ce travail, ça nous permet aussi de garder la trace de ce qui a été fait. Bien voilà, là encore, je parle encore de cet incendie sur les 3 caps de Saint-Tropez. On a capitalisé sous forme de cartographie tout ce qui a été fait par type d'habitat, les actions qui ont été menées pour essayer de favoriser une régénération naturelle la plus rapidement possible. Et cela, on l'a fait dans l'objectif que nos successeurs, les générations futures, puissent se replonger dans ce travail le jour où malheureusement un nouvel incendie arrivera et puissent mettre de côté certaines actions qui n'ont pas eu de résultats très positifs ou au contraire enchaîner et remettre en œuvre des actions qui ont eu des résultats très positifs. Je pense notamment à la coupe, à la mise en place d'andins, etc. dans les pentes. Et puis, ce travail de mémoire, il nous permet aussi de raconter des histoires en conseil d'administration, en conseil de rivage. Je pense notamment récemment, on avait un projet d'expropriation à présenter en conseil d'administration. C'est pas toujours facile de présenter à ces élus la volonté de vouloir exproprier, puisque c'est quand même un acte dur. Et donc, la direction de l'établissement nous a demandé de raconter l'histoire qu'il y avait avec cette commune, en l'occurrence la commune de Ramatuelle, et pourquoi on en était arrivé à ce projet d'expropriation. Et c'est vrai que ce travail de mémoire de site permet vraiment en 3 clics de retracer l'histoire qui a démarré dès 1977 avec cette commune-là, donc 2 ans seulement après la création du conservatoire, où cette commune était déjà venue nous chercher à l'époque pour combattre un gros projet immobilier de 120 logements. Et donc voilà, ce travail de mémoire a permis aussi de retracer ce que l'on a évité, le gros projet immobilier en bas, à gauche, et le travail parcouru aussi après acquisition, puisque vous voyez ce qu'était le Cap Taillat, là, avant acquisition, dans les années 70, c'est-à-dire un camping sauvage non organisé. Et le travail qu'a dû faire le gestionnaire, donc c'est ça aussi, ça met en valeur le travail du gestionnaire, bien, pour que ce site-là non organisé devienne un vrai espace naturel. Et donc, ce travail-là de collecte, si on a réussi à le faire aussi facilement, je dirais, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des archives extrêmement bien structurées dans la délégation. Ça, c'est le travail de plusieurs générations de collègues et de délégués. Ces archives, elles ont été toujours structurées de la même manière, donc on s'y retrouve très facilement. Or, aujourd'hui, le tout numérique ne nous permet plus, je dirais, de pouvoir accéder aussi facilement aux documents. Je pense notamment aux échanges de courriers qui se faisaient avec les élus, avec les propriétaires. Tous ces courriers, ils sont archivés dans les archives papier de la délégation. Or, aujourd'hui, avec le tout mail, que l'on n'imprime que très rarement par conscience écologique, eh bien, malheureusement, ça ne nous permet pas de retracer cette histoire aussi facilement. De la même manière, la revue de presse, à l'époque, les agents découpaient la page du journal en question, la glissaient dans le dossier papier, c'était facile. Aujourd'hui, on reçoit une revue de presse numérique toutes les semaines et c'est très bien, mais j'avoue qu'on ne prend pas la peine, et on devrait le faire, de détacher du fichier PDF la page qui intéresse le site pour l'archiver correctement et pouvoir s'en resservir après dans la capitalisation de la mémoire. Et c'est vrai que le tout numérique me fait me poser des questions quand même sur ce travail-là et l'avenir de ce travail de capitalisation. Et je me dis que la meilleure manière de s'en sortir, c'est peut-être de capitaliser
tant que les personnes qui sont à l'œuvre de tel ou tel projet sont encore là, sont encore présentes. C'est vrai que nous, on a fait un travail de capitalisation de 2012 à 2022 sur 40 à 50 ans d'années du Conservatoire du Littoral, mais je pense qu'à l'avenir, il va falloir capitaliser tous les 5 ans sur les dernières actions qui ont été faites sur les sites. Et enfin, on s'est attaché aussi déjà à réactualiser certains mémoires de sites qui avaient été faits en 2012, des sites qui ont subi des incendies, comme je le disais, ou qui ont subi de profondes modifications, et pour lesquels la mémoire nécessitait justement une certaine actualisation. Donc c'est vraiment un travail de fond à faire, je dirais quasi annuellement, par le recours à des stagiaires, archivistes, vacataires, etc. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Allez, on va poursuivre avec Katia Perrin, chargée de mission de Médoc Estuaire Sudland, pour parler du collectage de la mémoire des îles de l'estuaire, en l'occurrence le recueil des témoignages d'Ilout. Tout à fait. Merci. Donc bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de cette histoire, alors qui n'est pas l'œuvre intégrante du conservatoire, mais bien l'œuvre d'une association qui s'appelle Nous Autres et que nous avons pu engager avec l'aide de la région et de nombreux partenaires. Donc on se situe sur l'estuaire de la Gironde. Donc on est sur plusieurs îles qui sont en grande partie propriété du Conservatoire du Littoral. Il faut savoir que le Conservatoire est un grand propriétaire, à peu près 1000 hectares, sur l'archipel des îles de l'estuaire. Il y a encore quelques îles privées. La majorité de ces îles ont été habitées en fait, jusqu'en 1960. Et elles ont effectivement une riche histoire humaine. Donc on a voulu effectivement compter à travers tout le fil conducteur de ce PowerPoint. Je vais vous raconter l'histoire. J'ai choisi précisément de m'arrêter sur l'île Nouvelle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces îles. Mais l'île Nouvelle est assez symbolique par rapport à tout le travail que le conservatoire est en capacité d'engager sur ces terrains. Puisque d'une part, quand on a acheté en 91, il y avait encore une histoire agricole qui se jouait à l'époque. L'agriculteur était en place, il est resté jusqu'en 97. Et on avait déjà choisi à l'époque de renaturer cette île. Alors, en première partie, on s'était dit, on va créer une brèche volontairement dans la digue nord-est du site. Et puis la tempête Xynthia, 10 ans plus tard, nous a aidé à mettre à l'œuvre ce beau projet. En renaturant et en reconnectant naturellement cette île. Et puis le deuxième objectif qui nous guidait à l'époque était de restaurer cette vie des Iloutes, donc qui sont les habitants des îles de l'estuaire. Les Iloutes qui préexistaient jusque dans les années 60 et qui étaient nombreux sur ces îles, jusqu'à 500 habitants sur l'une des plus grandes îles de l'estuaire, la Grande Île, et jusqu'à 150 habitants sur l'île Nouvelle. Donc vous voyez une photo là en bas à droite du village qu'on a restauré après 2015. Donc ça a été un vaste chantier pour le conservatoire qui a duré 4 ans. Et donc l'île, tout en haut sur la photo, qui a été reconnectée après la tempête Xynthia avec la coursive et la voie d'eau qui va à l'intérieur de l'île et permet d'exposer ce site, en tout cas, au jeu des marées et reconstituer des milieux naturels qui nous intéressent pour accueillir tout un tas d'oiseaux et d'espèces à la faveur de la biodiversité. Donc pourquoi on a voulu s'intéresser, nous, au collectage de la mémoire des îles ? Parce que cette empreinte humaine, elle est vraiment forte et très prégnante sur toutes les îles. Donc là, j'ai remis 2 photos anciennes de l'île Nouvelle, qu'on a effectivement à l'époque récupérées aux archives départementales de la Gironde. Donc c'était déjà un travail qui nous guidait, un conservatoire, de travailler avec notre gestionnaire, le département de la Gironde, qui est gestionnaire de l'île, pardon. De travailler donc à ce collectage de la mémoire des îles en recherchant effectivement les écrits, les photos, tous les documents qui seraient utiles pour mettre en valeur cette histoire, cette vie des Iloutes, ces tranches de vie. Et donc il faut savoir que pendant près de 100 ans, sur toutes ces îles, la viticulture, elle a connu un véritable âge d'or avec des territoires protégés d'un insecte ravageur dont vous avez dû entendre parler, qui est le phylloxéra, qui sévissait sur le continent et qui a détruit beaucoup de vignobles dans le Bordelais. Et donc à l'époque, les marées permettaient à ce phylloxéra de ne pas attaquer nos vignobles sur les îles. Et donc la vigne a vraiment préexisté pendant près de 100 ans. Et tout autour de cette culture, préexistait une communauté de gens, des ouvriers, un régisseur, des familles entières avec des enfants. Il y avait des écoles également sur ces îles-là. Il y avait un professeur qui dispensait les cours chaque année. Donc il y avait vraiment une vie autour de la vigne et de ces îles.
Et les gens vivaient en autarcie, à moitié, étaient parfois isolés quand il y avait des tempêtes, quand l'île était inaccessible. Donc il y a vraiment toute une histoire qu'on souhaitait raconter. Et cette histoire, donc, elle a commencé, en tout cas les îles ont commencé à se dépeupler à partir des années 50, avec l'arrivée de la mécanisation, mais surtout toutes les décisions de l'État à la faveur de l'arrachage du vignoble pour promouvoir des cultures beaucoup plus rentables, comme la céréale, mais pas que, parce qu'il y a également eu des essais sur le peuplier sur de nombreux îles qui n'ont pas été véritablement un succès. Donc, un des derniers agriculteurs des îles, la famille de Couzon, a acheté l'île Nouvelle en 72. Et puis nous, le conservatoire, on est arrivé pour écrire une autre histoire en 91. Et puis pour renaturer cette île et maintenir et préserver en tout cas la mémoire des îloutes, en travaillant à la fois avec les archives départementales, mais également avec l'association Nous Autres, donc, qui auparavant s'appelait Gens d'Estuaire. Donc voilà pour la petite histoire. La genèse vraiment du projet, elle démarre de deux rencontres, d'une jolie rencontre qui est à la fois celle d'un ancien batelier, David, qui déjà faisait des balades pour découvrir les îles et conter un peu l'histoire de ces îles. Et puis il a rencontré un jour un réalisateur qui s'appelle Olivier, donc j'ai remis les deux noms, parce que c'est vraiment les deux protagonistes de l'histoire à l'origine, qui souhaitaient travailler à ce collectage de la mémoire. Et donc, quand on les a rencontrés, on était déjà, nous, en train de faire du collectage. Mais on s'est dit que la dimension du projet pouvait prendre encore plus d'ampleur. Et puis, la matière était là, et elle était importante, effectivement, aux archives départementales. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, il y a cet appel à manifestation d'intérêt de la région qui est arrivé, qui était une très bonne opportunité. C'est une chance inouïe, parce que c'était un projet qui tombait vraiment à point nommé pour réaliser un web documentaire sur la vie des Iloutes et mettre en récit l'histoire de ces gens qui ont vécu pendant près de 100 ans sur les îles. Voilà, donc David et Olivier ont travaillé à recueillir la parole des Iloutes, à les rencontrer, à s'immerger sur le site. Donc j'ai remis quelques photos un peu de leur travail, qui tournent aujourd'hui dans les bibliothèques, les médiathèques, les écoles aussi. On profite de ce beau travail pour le mettre aussi en lumière à l'occasion des scènes d'été. Et puis ils ont fait une très belle œuvre aussi théâtrale. On parlait ce matin, je ne sais plus qui en parlait, de l'importance de mêler les artistes à ce travail. Et bien là, ils l'ont fait, ils ont franchi le cap. Donc ils ont créé une pièce de théâtre qui s'appelle 13, comme la 13e note de musique, pour mélanger à la fois le son, l'image et puis les poèmes, et mettre un petit peu en musique aussi ce témoignage de la parole des Iloutes. Donc ça marche très bien. Ça mérite encore d'être connu, puisque là, le travail maintenant date un petit peu, on remonte à 2013. Voilà, donc on essaye, nous aujourd'hui en tout cas, d'accompagner l'association, parce que c'est aussi un travail qui nous sert à nous à faire vivre le site de l'île Nouvelle et les autres îles. Et puis il y a ce besoin aussi de connecter ce travail avec les rives, parce que on l'oublie très souvent, mais ces milieux insulaires sont souvent très loin des rivages et assez oubliés, assez éloignés. Donc il y a toujours ce besoin de raccrocher les îles à leurs rives. Il faut savoir que l'île Nouvelle est raccrochée à la rive droite de l'estuaire. Il y a aussi beaucoup d'autres îles qui sont raccrochées à la rive gauche. Donc voilà, parfois c'est des territoires un peu éloignés. On est sur des territoires un peu insalubres, qui ont été en tout cas considérés comme insalubres pendant pas mal d'années. Donc il y a eu tout ce travail-là aussi de l'importance de mettre en récit cette histoire pour montrer l'intérêt de cette histoire humaine, de ces tranches de vie, et les transmettre en tout cas. J'ai proposé un petit extrait du webdoc, parce que c'est le web documentaire qui parlera mieux que moi. Donc je crois qu'il faut que je fasse un signe à la régie. Je pense qu'il a compris. Super. Je vous laisse le découvrir, puis on en reparle après. Les villages, ce qu'on va appeler les villages, c'est un projet global. Des propriétaires, ici, M. de La Fonta, à l'île Verte, à Belle-Laurent, arrivent avec... Excusez-nous. Bien. L'extrait, il dure combien de temps? Alors, il dure 5 minutes. 5 minutes. Eh bien, ça sera ton dernier mot. Parfait. Et je précise d'ailleurs que vous pourrez poser des questions à l'issue des trois présentations.
Voilà. Alors, la régie. Voilà. Donc là, Les villages, ce qu'on va appeler les villages, c'est un projet global. Des propriétaires, ici, M. de La Fonta, à l'île verte, à Belle-Laurent, arrivent avec un projet. C'est-à-dire, on va avoir des ouvriers, donc il faut des maisons, on va avoir une production, donc il faut des bâtiments d'exploitation, et on va avoir une production de qualité, donc on va se donner les moyens de produire du vin. Ceux qui font le négoce du vin sont en pénurie, donc il y a une conjonction d'intérêts entre le négoce bordelais et les domaines viticoles ici. Monsieur Lafonta, quand il crée le village de Nouvelle, il y a 19 logements ouvriers, plus la maison du régisseur. Tu as une centaine d'habitants et entre 120 et 130. N'oublions pas que les îles sont des propriétés privées et ne peuvent entrer ici que des gens autorisés par le propriétaire. Son représentant physique permanent, le régisseur. Le régisseur, comme on dit, gère l'ensemble de l'activité. Il a, pour l'aider, un chef de culture, c'est-à-dire un ouvrier un peu plus ancien, un peu plus expérimenté, un maître de chai et des ouvriers agricoles. Certains spécialisés. À l'époque, au 19e siècle, il y a les vachers, il y a les conducteurs de chevaux, et puis il y a, tout à fait au bout de la chaîne, il y a les femmes qui, pour certaines, font du prix-fait, mais qui, pour beaucoup, font ce qu'on appelle les petites façons, c'est-à-dire tous ces travaux viticoles qui se font à la main, les pamprages, tirer les cavaillons, sortir les bois morts quand on a taillé, voilà. On ne peut pas aller à terre sans l'avis du régisseur parce que c'est lui qui gère un personnage incontournable, c'est le marin, celui qui conduit le ou les bateaux. Une société hiérarchisée, une société fermée sur elle-même, qui fonctionne beaucoup à la solidarité. On a vécu autre chose que les autres. C'est déjà pas mal. On est un peu à part. C'est deux mondes à part. C'est vrai que d'un côté, on est, disons, prisonnier par rapport au continent. Voilà, on ne peut pas se déplacer à tout bout de chemin. Mais après, c'est un contexte de vie que j'ai aimé. Il y avait cette odeur quand on arrivait. L'île, c'était une atmosphère. Ah, elle m'a permis de devenir ce que je suis. De rester libre. Enfin, moi, mon enfance, ça a été une belle vie. Ça a été la meilleure vie que j'ai pu passer de toute mon existence. Ce qui a permis de lutter contre le phylloxéra, c'est le porte-greffe. C'est-à-dire que le greffon, ce qui va donner donc ces cabernets sauvignons, ces merlots, pour prendre les deux plus importants, ce sont les greffons, mais la souche, le pied, lui, est un cépage américain qui, lui, est insensible au phylloxéra. Dans les années 50, il y a une hyperproduction partout. Le vignoble s'est reconstitué à terre. Il va y avoir de la concurrence, donc on va moins produire parce qu'on peut moins vendre. Il va y avoir une mutation, et cette mutation va être accélérée par les campagnes d'arrachage de la vigne subventionnées par l'État. Et puis il va y avoir aussi l'arrivée insensiblement d'autres cultures. On va planter des peupliers.
Et puis, quand ces peupliers arriveront à, soi-disant, au moment où on peut les exploiter, ben on va s'apercevoir qu'ils ont chopé une maladie. La culture du peuplier est un échec complet. Entre-temps, la mécanisation est passée par là, déclin des villages et disparition pratiquement en 1978. Les derniers habitants permanents quittent l'île. Voilà. Merci beaucoup, très intéressant. Oui, on peut applaudir parce que c'est un gros travail de montage. Juste deux toutes petites questions, puis après on va passer à la troisième et dernière présentation de cette séquence. Ça a été financé par qui ce web documentaire ? Alors, le montage en question, c'est le Conservatoire du Littoral, mais l'appel à projet de la région a permis de financer le collectage général de la mémoire qui s'est déroulé de 2013 à 2018. Et où est-ce qu'on peut le trouver, et vous le visionner ? pouvez le trouver, donc j'ai remis l'adresse de nous autres ici, il est disponible en ligne à directement. nousautres.fr. Voilà, et après il tourne encore dans les territoires sur la rive droite de l'estuaire principalement. Merci beaucoup, Katia. Merci. Allez, on va terminer avec un agent garde du littoral, acteur clé de la connaissance de la transmission de l'histoire des sites, avec Gwenaël Guyouzouik, garde du littoral du site, du très beau site d'ailleurs, de l'abbaye de Saint-Maurice. C'est à côté de Lorient, de mémoire. C'est très facile, vous regardez une carte de la Bretagne, on est finistérien, mitoyen du Morbihan. Vous verrez une photo tout à l'heure. Et à 5 km de la mer, en fait, ce qui nous fait un site un peu insolite. Donc, on m'a demandé de vous parler en fait de la façon dont j'avais essayé de rassembler la mémoire du site pendant un certain nombre d'années. C'est un site qui a été acheté en 1991 par le Conservatoire du Littoral. Je suis arrivé sur ce site-là. C'est le deuxième site que j'ai eu en gestion en 1999. Et j'étais agent la priorité n'était pas de capitaliser de la mémoire. Je ne me posais pas cette question-là. Je suis arrivé en février. Je devais parler aux gens au mois d'avril. Et donc, j'ai dû récupérer rapidement ce qu'on m'avait un peu laissé. Et récupérer l'information pour la transmettre le mieux possible. Et lorsqu'on découvre ce site, on est confronté à un ensemble de thématiques disparates. C'est un paysage exceptionnel. Et la majeure partie de la mémoire a disparu du regard. J'avais pas de qualification culturelle en ce sens. En gros, quand je suis arrivé là, j'avais quoi ? J'avais une salle ici gothique, toute seule au milieu d'un parc, 13e siècle. Il faut vraiment l'expliquer pour savoir pourquoi elle est là. Un fronton d'église, style Renaissance bretonne, fin 17e. Un logis en ruine, avec encore sa fosse à lisier, là, qu'on appelle le logis de l'abbé. Pourquoi ? Le site de Saint-Maurice se trouve ici. L'océan Atlantique, Groix, Guidel, Morbihan, Clohars, Finistère. Et à droite de l'avion, on a la forêt de Carnouët qui fait à peu près 800 hectares. Et en termes de forêt, on a un massif forestier un peu compliqué, avec des parties qui sont très anciennes, naturelles, et des parties qui ont été complètement plantées. Quand on s'intéresse un petit peu aux différentes images que j'ai rencontrées quand je suis arrivé là, je me suis retrouvé avec un personnage ici que je ne connaissais pas, qui était né vers 1114, et en Bretagne on l'appelle Saint-Maurice, comme l'abbaye. Un document fait par le Conservatoire du Littoral en 1993, donc une approche historique, c'est-à-dire que le Conservatoire a acheté en 91, il avait les mêmes soucis que moi quelques années plus tard. Il s'est passé quoi à cet endroit où on trouve des photos d'un bâtiment colossal ruiné, où on trouve un cadastre napoléonien avec un semblant de monastère ici, mais en fait tout ça a disparu. La Laïta est ici, un étang, des gens, des châtelains, Léon Leroy, Laure Leroy, sa femme, des photos de cette fameuse salle gothique au XIXe siècle, puisqu'il l'avait refaite. Plein de photographies, j'ai mis celle-là, c'est la famille Brien, qui était, le monsieur, c'était apparemment le régisseur
le régisseur du site. Donc beaucoup d'interrogations. En gros, je suis arrivé là, je me suis retrouvé avec... quand j'y ai repensé, en fait, il y a 2 semaines, quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit, il y a plein de mots-clés en fait, qui qualifient les sentiments que j'avais à l'époque par rapport à ça. J'ai marqué cistercien, c'était une abbaye cistercienne. Donc là, on est sur une thématique de spiritualité, mais beaucoup d'économie et d'aménagement. On se projette au XIIe et XIIIe siècle. J'ai marqué quelque part la petite et la grande histoire. La petite histoire, c'est l'histoire de cette commune, cette paroisse à l'époque, Loire-Carnouët, du pays de l'Orient et du pays de Quimperlé dont on dépend. La grande histoire, c'est entre autres les cisterciens au XIIe siècle, le duché de Bretagne, puisque c'est un site qui avait été offert par un duc de Bretagne, la Révolution française qui a eu une incidence énorme sur le site, comme la plupart des monuments religieux à l'époque, et les conséquences de la poche de l'Orient en 1945, parce qu'on était à portée de canon de l'occupant. Là, on a fêté les 80 ans de la libération de l'Orient l'année dernière. J'ai marqué sauvetage du site quelque part là. Sauvetage du site, c'est le Conservatoire du Littoral qui intervient. C'est la commune qui demande au Conservatoire d'intervenir et qui se porte gestionnaire du site. C'est le département du Finistère qui va faire l'avance financière pour que le Conservatoire puisse acheter, parce qu'ils avaient, je regarde Michel, qu'ils n'avaient pas assez de sous à l'époque pour ça. La sauvegarde du site, c'est quelque part, c'est juste à côté là. Pour moi, la sauvegarde, c'est pas comme le sauvetage. La sauvegarde, c'est qui ? C'est le conservatoire, c'est la commune gestionnaire, qui est toujours le même aujourd'hui, et ce sont les financeurs publics divers, car on n'a quasiment pas eu de financement privé à cette époque-là. J'ai marqué la nature en grand ici, parce que quand je suis arrivé, on m'a dit il y a une abbaye, il y a des cisterciens, il faut comprendre, etc. C'est un ensemble de milieux naturels, essentiellement forestiers, des espèces sensibles, discrètes et invisibles, dont certaines, on ne savait pas trop s'ils étaient là ou pas. J'ai marqué architecture quelque part. Heureusement que c'est moi qui ai fait il est là. Architecture du XIIe au XIXe siècle. C'est extrêmement compliqué, comme on l'a vu sur des documentaires ce matin. C'est les uns par-dessus les autres, c'est mélangé. Et ce qui est très difficile en architecture, c'est qu'aujourd'hui, on a 3/4 de vide pour un petit quart d'existant. Et ce 3/4 de vide, on n'a ni élévation et quasiment aucun plan. Donc, aucune mémoire. Donc ça, on le dit aux gens parce qu'on ne va pas inventer l'abbaye de Saint-Maurice telle qu'elle était il y a 400 ans. Les archives. Les archives parce que j'ai dû y aller, j'ai dû regarder, essayer de trouver. On a eu des archives privées au fil des contacts. On a eu les archives privées, publiques, que je suis allé voir à Quimper. Et des gens avant moi sont allés trouver l'histoire jusqu'aux archives municipales de la ville de Troyes, en Champagne, puisqu'on a des cisterciens et que les cisterciens venaient de la région de Bourgogne. La Laïta, qui est un fleuve côtier, chargé d'histoire, avec les deux rives quasiment boisées. C'est lié à Quimperlé, ancienne cité bretonne. On a une mémoire de métier sur ce cours d'eau et de commerce à cet endroit. J'ai mis Pierre Sauvage et Chaos. Alors, Pierre Sauvage, c'est un clin d'œil à un architecte qui a fait un livre qui parle des abbayes cisterciennes, Pierre Sauvage. Et le chaos, c'est l'impression que j'avais quand je suis arrivé là, parce que malgré qu'il y avait eu un début de restauration, il y avait énormément de cailloux tombés, de destruction. L'impression majeure que j'avais sur ce site-là, et de reconquête, puisque déjà, 7-8 ans après, on avait commencé à restaurer en fait ces endroits-là. Alors, chacun de ces éléments-là sont liés. Alors, j'ai mis des flèches, mais elles sont plus symboliques qu'autre chose, parce que c'est très difficile de... Tout est complètement lié. Je vais résumer en 2-3 petites choses. On a de la faune dans les bâtiments. Par exemple, une colonie de grands rhinolophes, chauves-souris protégées dans le logis. Donc on ne pouvait pas le refaire comme on voulait. Le site boisé, on a des reliefs historiques. Âge du fer, avec un retranchement proto-historique.
un barrage poids du Moyen-Âge de 80 mètres de long et de 22 mètres de large, un des plus grands barrages cisterciens en France encore en état, même s'il est crevé, et un enclos médiéval en plein milieu des bois. Donc tout est absorbé, la faune est absorbée dans les bâtiments et l'histoire est absorbée dans le site boisé. Et la mémoire de la forêt cache mémoire de l'histoire et la vie des hommes. Et on a aussi une grosse conquête de la vie sauvage sur les bâtiments, sur la végétation, le lierre, valériane, etc., qui les conquiert et qui les détruit. Et ça rentre aussi dans la mémoire du site. Donc j'ai essayé de faire de l'ordre. C'est écrit petit, c'est plus un travaux de travail, mais que j'ai essayé de faire avec une lecture verticale. Avec 3 grands thèmes. La laïta, la période abbaye que j'ai dû scinder en 2 périodes. La période cistercienne, 600 ans, et la période privée, 200 ans. 1791-1991. Ce n'est pas le hasard, hein. Vente comme bien national, achat par le conservatoire. Et ensuite, les espaces naturels et boisés qui ont leur propre mémoire. La laïta, depuis quand on a une mémoire? Des temps géologiques, c'est de la sédimentation. De l'Antiquité, on a des traces. L'amplitude, on dépasse la propriété du lieu, plusieurs communes et 2 départements, donc on va aller chercher l'histoire ailleurs. Les sources, elles sont diverses, ce sont les habitants également qui ont des souvenirs. Les recherches en interne ou par des tiers, consultation de la Société d'histoire et du pays de Quimperlé ou de Lorient. On a la chance d'avoir ces 2 sociétés-là qui ont fait des publications très importantes et très intéressantes et uniques. Observation de nous-mêmes, évolution du lit du cours d'eau, etc., des choses qu'on y voit. Et ça, on sort, vous aurez une synthèse après, des actions culturelles et une médiation et une publication qu'on a fait. Le livre sur la laïta, avant qu'il soit publié, l'auteur me l'a envoyé pour que je le relise ou que j'amende. On a fait 4 missions photographie aérienne avec Erwan Le Cornec, qui travaille beaucoup pour le Conservatoire du Littoral. C'était probablement la première fois qu'on faisait ça sur la laïta, avoir un point un petit peu de ce cours d'eau, été comme hiver, avec une approche photographique de la nature, du paysage, mais aussi des reliefs historiques qu'on pouvait voir par le ciel. Et l'action du conservatoire, qui est également d'acquisition d'autres terrains en rive de laïta. Abbaye cistercienne, c'est le grand morceau en fait, hein. Ça dure longtemps, ça dure 600 ans. On va la chercher en Bourgogne. On a les archives publiques, je viens d'en parler. On a des publications parfois anciennes, hein. Je pense à André Duffief, sa thèse en 1978, qui est un des premiers historiens qui a travaillé sérieusement sur le sujet. On a eu un historien en 2004 qui a travaillé pour la rédaction de la première exposition permanente qui existe toujours. 2010, je récupère le fonds et j'archive le fonds d'un historien local, des écrits, beaucoup de cartes postales. Organisation de 2 colloques sur les cisterciens en Bretagne en 2014-2019. Ça, c'est un projet plus personnel avec une asso qu'on avait montée, Abbaye cistercienne de Bretagne. Ça sortira sous 2 actes de ces journées. Et 2018, ça a été un travail de recherche et d'archéologie non intrusive en collaboration avec 2 historiens médiévistes spécialisés dans l'histoire cistercienne. Et j'ai rajouté suivi photographique du bâti qu'on fait depuis assez peu de temps. Observation, veille permanente de ce qui nous reste comme bâtiment, et les actions culturelles, publications scientifiques, état des lieux. On a fait venir Louis Choris, géologue, pour savoir un peu d'où venaient les cailloux de construction des bâtiments qui nous restent. On a fait une prospection géophysique et géochimique, donc des méthodes archéo qui sont non intrusives, et présentation au colloque d'Alcobaça en 2023. Et également une publication, l'abbaye de Carnouët à la fin de l'Ancien Régime, par la Société d'histoire de Quimperlé. J'ai essayé de rassembler là tout ce qu'on a essayé de trouver pour la mémoire du site. Gwenaël, 5 minutes. Merci. Période privée, on a tout ça, mais on a moins, il y a beaucoup de vide. Archives diocésaines, conservées dans les familles, difficiles à avoir. Espace naturel. Donc là, on se limite à la propriété comme la période privée. Archives du site, assez peu. Le personnel du conservatoire, des petites études, les inventaires que nous, on peut faire, les suivis. Les actions qu'on a faites, 2004-2011. En dernier, on a
Sous mon arbre, on a eu la chance d'avoir l'arbre de l'année qui est à Saint-Maurice, qui a été élu. Et là, actuellement, on a une expo de photographie d'Emmanuel Boitier qui nous fait aussi de très belles photos de la forêt. Page de pub, on sera dans le Terre sauvage du mois de juin, je l'ai su ce matin. 1993, état des lieux forestiers pour l'action du conservatoire. Et beaucoup de chantiers de restauration à partir de 1990. Et en 2011, on a un plan d'aménagement forestier qui nous a permis d'avoir un point zéro un peu sur l'état de la forêt. Et 15 ans après, on sait ce qu'on a fait et on sait ce qu'on n'a pas fait. J'ai mis rapidement sur cette page-là les restitutions au public en fait, qui ont été faites. Ça va de la visite guidée depuis 1995 à l'expo permanente en 2004 et les visites par audio-guide en 2011. Exposition forêt de Saint-Maurice en 2011 suite aux travaux de plan d'aménagement. Expo Mémoire de Clohars, donc sur la commune, sur la période privée. Ça a beaucoup plu à la population. L'AITA, cette belle inconnue, c'était les missions photographiques, des publications scientifiques, j'en ai parlé, et des publications plus récentes et des actions qu'on a pu faire. Ça, c'est la dernière diapo. Ce que je voulais rajouter, c'est que sur nos sites, on n'est en général pas formé à ça, et que moi, ce qui m'a guidé, ça a souvent été les questions des gens. On avait toujours les mêmes questions, donc on a cherché les réponses, on a essayé de les trouver pour répondre à ça. Se former, période hivernale, on a un peu plus le temps, lire. Les opportunités de rencontre, j'ai rencontré des anciens propriétaires ou de familles simplement en lisant un chèque qui nous était donné à l'accueil et je voyais le nom de famille et en fait les gens venaient voir le patrimoine de leur grand-père qu'ils avaient vendu. Saisir les opportunités, on a recruté une historienne spécialiste de l'hydraulique cistercienne et donc grâce à elle on a réussi à faire des travaux archéo et à les présenter au Portugal. Beaucoup de projets annexes, de gens qui ont travaillé. Je vais vous dire deux noms. Cédric Jeannot, qui a fait un travail qui est historien sur l'abbaye pour le colloque La Forêt de Carnouët en 2014. C'était chez nos collègues de Quimperlé. Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine. L'héritage monumental des cisterciens en Bretagne, qui nous a servi également. Pour le colloque des abbayes cisterciennes en 2015. Il faut monter les projets en avance. Photographie, on s'y est pris 13 mois à l'avant. Chaque expo temporaire, on a un collectage. J'ai fait des collectages pendant des mois, des années, et ça a permis de sortir des expos et d'avoir l'info si un jour ça resserre pour refondre notre expo. Et tous les travaux de gestion qu'on fait au quotidien sur le paysage, qu'on essaie de conserver dans nos fichiers. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, on a encore quelques minutes. Je vous invite à regagner votre place. On a quelques minutes pour prendre des questions ou des remarques par rapport à tout ce travail qui a été fait. Alors, pas de questions? Si, pardon. Oui, merci pour ces présentations. C'était vraiment passionnant, super intéressant. Moi, j'avais une question concernant le travail remarquable qui a été réalisé en PACA et qui a été présenté par Sophie. J'ai bien vu et je comprends tout à fait l'intérêt d'une valorisation interne, ce que vous faites, je pense, au quotidien. Et ma question, c'est est-ce que derrière, il y a l'idée de valoriser plus largement en fait, ce travail, parce que ce corpus me semble intéressant pour faire aussi ce qu'on veut faire de plus en plus, je pense, au conservatoire, c'est-à-dire embarquer le grand public pour valoriser ce travail qui est mené depuis plus de 50 ans déjà. Voilà, merci. Merci pour cette question parce que c'est vrai que j'en ai peut-être pas assez parlé. En fait, la valorisation que l'on fait de ce travail-là, c'est surtout sur la forme orale. Comme je le disais, lorsqu'on fait des animations, lorsqu'on accueille des personnalités, etc., et on s'attache à retracer l'histoire d'un site. Je pense notamment à un site sur lequel il y avait un projet de centrale nucléaire. J'ai eu l'occasion de faire une animation auprès des instituteurs de ce village. Il n'y avait pas une seule personne qui était au courant.
Voilà, qui avait eu un projet d'installation nucléaire. Et pourtant, sur ce site, il y a une immense digue. Personne ne se pose la question de l'utilité de cette digue, mais elle était liée à ce projet de centrale nucléaire. Donc, c'est vraiment toujours intéressant de pouvoir expliquer les traces que l'on a aujourd'hui, qui s'expriment devant nous et qui ont... que tout le monde pensait être en lien avec l'usine hydroélectrique du site, mais pas du tout en fait. C'était juste lié à la centrale nucléaire. Donc c'est vraiment intéressant de rétablir la réalité sous cette forme-là. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à publier sous forme de recueil ces mémoires de sites. En revanche, il y a eu des publications, c'est vrai que j'en ai pas parlé, sur 2 sites en particulier, le domaine du Rayol et le château de la Moute, où il y a eu des vrais ouvrages réalisés, mais ça demande encore un travail différent d'écriture, je dirais. Voilà, c'est un travail supplémentaire. Mais ça s'est fait aussi, sous cette forme-là. Est-ce que tu penses à autre chose de particulier ? Moi, j'ai une question pour Katia à propos de témoignages radiophoniques. Vous me disiez que vous partiez là en ce moment sur un autre projet. Alors oui, il y a plusieurs projets. Le premier, c'est déjà de faire une refonte du programme d'interprétation sur l'île Nouvelle. Donc ça va probablement intégrer le travail qui a été fait par nous autres du web documentaire qui siégera probablement au sein du site dans le chai que vous avez vu dans la vidéo. Et puis il y a cette idée aussi de profiter de ce beau travail de collectage de la mémoire pour le mettre un peu en lien avec les rives. Ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours cette difficulté de travailler avec les offices de tourisme sur nos secteurs. Côté Médoc, côté Blayais c'est un peu plus facile, mais côté Nord-Médoc, vers Pauillac, tous ces secteurs-là c'est plus difficile. Donc on essaye de profiter de cette belle opération pour recréer une dynamique un peu avec les acteurs du tourisme qui vont aussi nous aider à valoriser toute cette histoire, tout ce travail que fait le conservatoire et puis le faire connaître pour les générations futures. Voilà. J'avais posé une autre question, mais je vais laisser la parole à la salle. Alors moi j'ai une question donc pour Gwenaëlle. Est-ce que finalement tout ce travail ça a boosté l'économie du territoire, dynamisé le tourisme? Et deuxième question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour aller encore plus loin dans ce vaste programme? Dynamiser la fréquentation du site, il y a eu une courbe qui monte tranquillement, ça dépend des années, ça dépend de la météo. On a une thématique abbaye, c'est pas forcément ce que les gens viennent chercher en Bretagne, mais on y arrive peu à peu. On a eu des thématiques qui ont boosté le site, je pense à la thématique chauve-souris, c'était il y a une quinzaine d'années. On essaie d'en trouver une à l'avenir qui va faire qu'on a beaucoup de thématiques, donc on va essayer de trouver un point d'accroche par rapport à ça, et j'ai oublié la deuxième question. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour aller encore plus loin? En fait, sur quoi on travaille? On a une muséographie qui date de 2004, donc on avait un budget serré à l'époque. On avait un audiovisuel qu'on a arrêté parce que il est trop vieux, il ne reste que des panneaux, donc on commence à travailler sur une nouvelle façon d'expliquer le site aux gens, parce que les gens viennent, ils ont besoin de connaître l'histoire, un minimum, et ça peut se faire aujourd'hui avec des techniques compressant, sachant qu'il y a toujours ces vides. Vous allez des fois visiter des sites où vous avez une tablette qui vous montre le château tel qu'il était. Nous, ça, on ne peut pas le faire, on ne l'a pas. Donc il y a un gros travail de réflexion, de mieux accueillir le public et de lui trouver d'autres thématiques plus sur le milieu naturel. Là, on fait pas mal de vidéos, de piégeage vidéo de faune sauvage, et on essaie d'apporter ça à toutes les générations, de leur montrer des martres, des loutres, etc. Parce que c'est aussi le site, quoi. Et la richesse du site. Allez, peut-être une autre dernière question. Non, écoutez, on en reste là. Merci beaucoup.